L'activité physique est souvent un remède extraordinaire pour régler plusieurs problèmes de santé. C'est vrai en ce qui concerne la douleur, l'arthrite, l'ostéoporose, parfois même des problèmes de dos comme la hernie discale. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur le sujet et c'est le but de ma vidéo d'aujourd'hui de vous aider à déterminer les meilleures recettes, le meilleur dosage d'activité physique quand on a déjà un problème, notamment un problème de douleur ou un problème musculo-squelettique. J'espère que la formule vous plaira. Il s'agit d'un extrait de direct. Alors, on y va avec la question « Comment utiliser l'activité physique dans un contexte de problème musculo-squelettique? » Quelle quantité d'activité physique avez-vous besoin pour être en santé? Vous le savez, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne. Je vous en ai beaucoup parlé aussi dans mon livre « Lève-toi et marche ». Vous le savez à quel point je suis non seulement convaincu, mais la science sait que l'activité physique, c'est un remède miracle. Littéralement, ça permet de soigner bien des maux et ça permet aussi de prévenir aussi bien des maux. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et on se demande souvent combien de fois par semaine on doit faire tel ou tel exercice. On va parler notamment du bon dosage d'exercice dans un contexte de problèmes musculo-squelettiques, notamment. Quoi faire en présence de douleur? Comment doser nos exercices lorsqu'on a de la douleur ou lorsqu'on est à risque de douleur? Il y a deux types de douleur aiguë, c'est-à-dire que je me blesse, je me fais une entorse à la cheville maintenant. La réponse est simple, vous ne faites pas d'activité physique, vous laissez la région blessée, vous la laissez guérir et ensuite vous y allez progressivement. Ça peut être intéressant aussi de consulter un professionnel de la réadaptation, votre médecin, pour savoir est-ce que c'est bien guéri et d'avoir des conseils individualisés. Si vous avez une douleur chronique, la douleur aiguë étant une douleur qui est causée par un événement récent, pour simplifier, et la douleur chronique, c'est une douleur qui dure d'une façon exagérée. Dans la littérature, on parle de 3 mois. C'est parfois un peu court, 3 mois, mais une douleur qui dure vraiment longtemps. Alors, dans un contexte de douleur chronique, on ne souhaite pas détériorer votre condition par une activité physique, mais j'ai des patients, moi, qui me disent, si j'attends de ne pas avoir de douleur pour faire une activité physique, je n'en ferai jamais. Alors, dans un contexte de douleur chronique, vous y allez très progressivement, en deçà de vos propres capacités, à la limite, pour être certain de ne pas détériorer votre condition et vous augmenter un de ces paramètres à chaque fois, la fréquence, la durée, l'intensité, et vous pouvez choisir certains types d'activités aussi qui sont plus propices à protéger, ou peut-être pas à protéger, mais à faire en sorte que la douleur ne sera pas activée. Alors ça, c'est une réponse générale dans un contexte de douleur chronique et de douleur aiguë, vous vous abstenez jusqu'à ce que la région soit guérie. Combien de temps ou de séances faut-il pour un débutant qui fatigue vite? J'entends toujours 30 minutes au moins, 3 fois par semaine, mais est-ce qu'en faisant moins, ne serait-ce que pour commencer, c'est quand même efficace? Alors, pour répondre à cette question-là, il faut comprendre l'objectif de la personne qui a posé la question ou votre objectif. Peut-être que c'est pour mieux dormir, peut-être que c'est parce que vous faites de l'hypertension et vous voulez mieux contrôler l'hypertension. Donc, peut-être que c'est pour traiter un problème de santé, peut-être que c'est pour prévenir un problème de santé, peut-être que c'est esthétique parce que vous voulez être en forme, peut-être que c'est pour perdre du poids. Et là, la liste est longue. Alors, il faut vraiment bien connaître votre objectif. Pour avoir des résultats, en général, on souhaite avoir au moins 2 fois par semaine, sinon 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Et pour ce qui est de la durée, allez-y au départ avec ce que votre corps vous permet de faire et selon votre objectif, si vous voulez gagner de la masse musculaire, de la force musculaire, si vous voulez perdre du poids, la durée va changer. La durée idéale ne sera pas la même. Mais je pense qu'on peut dire que de viser 30 minutes, au moins 3 fois par semaine, ça peut être un bon objectif pour quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique. Si vous choisissez de faire 20 minutes 2 fois par semaine, je vous l'ai dit, les bienfaits sur la santé sont proportionnels à la dose. Si vous voulez augmenter votre masse musculaire, si vous voulez augmenter votre force musculaire, la masse, c'est le volume du muscle et la force, ça le dit, c'est la capacité à votre muscle à générer une certaine puissance, pour le dire comme ça. Idéalement, vous faites les exercices 2 à 3 fois par semaine pour avoir des résultats et vous pourriez augmenter aussi la fréquence un peu.
Pour les exercices cardio-respiratoires, pour avoir une meilleure capacité, une meilleure endurance cardio-respiratoire, par exemple, pouvoir courir plus rapidement, pouvoir monter des escaliers plus longtemps, la fréquence proposée, c'est de 3 à 7 fois par semaine. Vous pouvez faire des exercices cardio-respiratoires 7 fois par semaine. Si c'est ce que vous choisissez, moi, je vous conseille de ne pas faire toujours la même activité 7 jours par semaine. On recommande d'avoir au moins deux sports ou 2 activités physiques pour stimuler des muscles différents. Vos articulations peuvent aussi se fatiguer. Vos os peuvent aussi se fatiguer lorsque vous pratiquez toujours la même activité physique, comme la course à pied, par exemple. On parle d'une pratique intense à 7 fois par semaine. C'est préférable d'avoir au moins deux sports de prédilection et vous pouvez faire cette activité 3 fois par semaine et vous aurez des résultats. On parle de vélo, on parle de natation, on parle de course à pied, on parle de marche rapide. Et vous gardez en tête aussi les entraînements par intervalle de haute intensité. Si vous tapez sur ma chaîne YouTube ces mots-clés-là, intervalle à haute intensité, vous allez avoir une vidéo qui vous explique ce que c'est. Vous allez, par exemple, nager très rapidement pendant 30 secondes, 1 minute, et ensuite, vous allez nager lentement. Et vous allez continuer comme ça. Alors, c'est des intervalles de haute intensité suivis de périodes de repos. Et quand vous vous entraînez par intervalle, vous pouvez commencer par des intensités qui sont peut-être pas si hautes et graduellement aller chercher une intensité qui est un petit peu plus élevée. Donc, je vous ai parlé des exercices de renforcement, idéalement 2 à 3 fois par semaine, des exercices de cardio-respiratoire 3 à 7 fois par semaine et les exercices d'équilibre. Je vous en ai proposé plusieurs sur ma chaîne, des exercices d'équilibre, et eux, vous pouvez les faire de 1 à 7 fois par semaine. Vous vous souvenez que vous devez faire en fait des exercices d'équilibre statiques, par exemple debout, les yeux fermés, sans bouger, et des exercices dynamiques, des exercices d'équilibre dynamique, un de mes préférés que vous ne ferez peut-être pas si votre équilibre est imparfait, mais de marcher les yeux fermés ultra lentement. Et si vous arrivez à faire ça, vous marchez les yeux fermés, ultra lentement, à reculons. C'est un exercice d'équilibre dynamique qui est quand même assez difficile à faire. Si vous faites des exercices d'équilibre dans un contexte de prévention des chutes, souvenez-vous que les exercices de résistance, de renforcement sont hyper efficaces pour prévenir les chutes, donc pour augmenter l'équilibre d'une personne qui aurait un équilibre suffisamment fragile pour augmenter son risque de chute. Alors, vous faites dans ce cas-là des exercices d'équilibre, mais aussi des exercices de résistance, des exercices de renforcement, comme monter les escaliers. Monter les escaliers vraiment très, très, très lentement, ce qui augmente l'activité musculaire, ce qui accroît les bienfaits d'un exercice, de cet exercice qui deviendra un exercice de renforcement. Quel dosage devrait-on faire lorsqu'on fait de l'arthrite, l'arthrite étant une centaine de maladies qui touchent les articulations, des maladies qui sont associées à l'inflammation. Ça inclut, et dépendamment des classements, ça inclut aussi la fibromyalgie, ça inclut aussi l'arthrose et une longue liste de problèmes arthritiques. Comment on fait pour doser tout ça? C'est toujours les 4 mêmes mots, progressivité, fréquence, durée, intensité. Et on essaie de choisir probablement des activités physiques pendant lesquelles le poids corporel est diminué. Je vous donne des exemples. On a parlé des exercices dans l'eau, par exemple la natation, mais il y a aussi le vélo. Lorsqu'on fait du vélo de ville, par exemple, ou du vélo d'appartement, on a évidemment beaucoup moins de poids sur nos genoux, sur nos chevilles, sur nos hanches. Le vélo d'appartement, ce qui est intéressant dans un contexte d'arthrite ou d'arthrose, vous pouvez modifier votre position sur le vélo. Vous pouvez décider de lever un peu plus la selle. Vous pouvez décider peut-être aussi de prendre un vélo. Il y a 2 types de vélos d'appartement. Un sur lequel vous êtes presque en position assise comme sur une chaise et une autre position où vous êtes presque debout, disons, pour le simplifier un peu. Alors, vous pouvez choisir le type de vélo et vous pouvez changer la hauteur des poignets, etc. Et si vous faites du vélo de ville, donc toutes les autres formes de vélo, exception faite du vélo d'appartement, demandez à un physiothérapeute si vous êtes au Québec ou un kinésithérapeute si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique d'ajuster correctement votre vélo dans un contexte d'arthrite. Ça peut faire
toute une différence et de consulter un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, ça peut faire vraiment toute la différence. D'autres suggestions pour des activités qui diminuent le poids corporel lors de cette activité physique dans un contexte d'arthrite, les exercices au sol. Lorsque vous vous entraînez, lorsque vous faites des exercices au sol, évidemment, il n'y a pas le poids du corps. Des exercices en position assise, là aussi, je vous en ai proposé beaucoup sur ma chaîne. Des exercices avec des bandes élastiques aussi, ça peut être une façon d'adapter les exercices en modifiant la résistance de la bande élastique. Pour ce qui est des fréquences d'exercice, ce sont les mêmes que je vous ai données. Pour avoir des résultats, on souhaite avoir une répétition, on souhaite faire les exercices un peu plus qu'une fois par semaine. Maintenant, pour ce qui est de l'ostéoporose, la densité osseuse, la santé osseuse, on cherche à faire des exercices avec impact dans un contexte de prévention d'ostéoporose. C'est un peu l'inverse des conseils que je vous donnais pour l'arthrite ou l'arthrose ou la fibromyalgie. On veut des impacts. Donc, on veut marcher, peut-être faire des sauts, peut-être courir. On est toujours dans la prévention et faire des exercices de résistance, des exercices, par exemple, de poids et haltères. Lorsque vous stimulez, vous prenez soin de la santé de vos muscles en faisant des poids et haltères, par exemple, vous prenez aussi soin de la santé de vos os. Les os et les muscles forment un couple, en quelque sorte, et prendre soin de l'un, c'est prendre soin de l'autre. Alors, des exercices avec impact, et pour ce qui est de la fréquence, vous voulez les faire relativement régulièrement, au moins 3 fois par semaine, idéalement 4 à 5 fois par semaine, peut-être un peu plus, dans un contexte de prévention. Si vous avez déjà de l'ostéoporose, vous devez demander à votre médecin. Premièrement, si vous savez que vous avez de l'ostéoporose, c'est parce que vous avez eu le diagnostic, donc vous êtes suivi. Alors là, c'est important pour éviter les risques de fracture. Vous allez peut-être pas faire du saut à la corde pendant 2 heures. Il y aura différentes stratégies qui pourront être élaborées. Peut-être qu'on choisira de commencer en piscine, peut-être faire des sauts dans l'eau, mais là encore, dans un contexte d'ostéoporose qui est présente, vous en parlez à votre médecin, vous demandez des conseils individualisés, mais on veut prendre soin de l'ossature et lorsqu'on fait de l'ostéoporose, lorsqu'on est à risque, par exemple, de fracture, il est assez fréquent que l'ostéoporose ne se manifeste pas de façon égale à toutes les articulations. Alors, si vous avez de l'ostéoporose qui est plus marquée à la hanche, donc une baisse de densité osseuse, peut-être qu'il y a d'autres régions du corps qui bénéficieraient aussi de prévention. Il n'y a peut-être pas d'ostéoporose partout. Alors, vous pouvez avoir de l'ostéoporose aux hanches, par exemple, ou à certaines vertèbres, mais pour d'autres régions du corps, il n'y en a pas. Alors, la prévention pourrait concerner d'autres articulations et là, de faire des exercices avec des poids et haltères, avec des bandes élastiques, même soit à la maison, parce que je sais que vous n'avez pas tous accès à des soins de rééducation, physiothérapeute, kinésithérapeute. Alors, on peut, avec les conseils du médecin, et par exemple avec des bandes élastiques, stimuler des groupes musculaires, des régions qui ne sont pas concernées ou qui ne sont pas touchés par l'ostéoporose. Et là, on agit davantage dans un contexte préventif. Avec les hernies discales lombaires, quel sport éviter? Lorsqu'on parle d'hernie discale lombaire, il y a des hernies discales qui sont asymptomatiques, qui ne causent pas de douleur. C'est pas toujours simple à démêler des hernies qui causent la douleur et des hernies qui ne causent pas de la douleur. Si on a une hernie discale qui est douloureuse, on veut savoir s'il y a des signes neurologiques. Est-ce que vous avez des engourdissements prononcés ou significatifs aux membres inférieurs. Par exemple, votre pied, sur le bord du pied, il y a des fourmillements. Est-ce que vous avez de la faiblesse musculaire marquée? Par exemple, vous marchez et vous avez de la difficulté à relever l'avant-pied. Est-ce qu'il y a des signes neurologiques? Je vous en ai souvent parlé dans d'autres vidéos. Alors, en présence de signes neurologiques, vous demandez à votre médecin, vous demandez à un professionnel de la réadaptation. Il faut vraiment y aller avec prudence. Mais en général, des exercices en diminuant le poids du corps, un peu comme dans un contexte d'arthrose ou d'arthrite, ce que je vous présentais, donc les activités qui diminuent le poids du corps, ça peut être une façon de faire. J'ai oublié aussi de vous parler du vélo elliptique ou de l'elliptique, on l'appelle différemment d'un endroit à l'autre de la francophonie, mais vous savez, je crois ce que je veux dire, on est debout et on marche, c'est presque un peu bizarre, on marche en tenant des bâtons qui sont fixés après le pédalier. Donc le vélo elliptique, oui, ça peut être intéressant et dans un contexte de hernie discale, on peut utiliser ces appareils-là, toujours en y allant progressivement. On veut aussi
préserver la mobilité. Donc, c'est intéressant de faire des exercices de mobilité spécifiques. Il y a des personnes qui ont des hernies discales, mais il y a des tensions musculaires, il y a de l'arthrose, il y a d'autres choses aussi d'ajouter aux hernies discales. Et on peut se souvenir aussi on peut se souvenir qu'il y a des personnes qui ont ou que des personnes dont la douleur se manifeste davantage lorsqu'elles sont en position assise, prolongée par exemple. Il y a des personnes qui ont des douleurs au dos pour qui la douleur se manifeste davantage lorsqu'elles sont debout. Alors, la réponse à cette question, si votre douleur se manifeste davantage lorsque vous êtes debout ou lorsque vous êtes en position assise, ça vous donnera peut-être une indication aussi sur le type d'activité choisir, en l'occurrence en position assise, si vous êtes plus confortable en position assise, par exemple le vélo, ou si vous êtes plus confortable en position debout, peut-être qu'on choisira davantage une activité physique qui ressemble à la marche, par exemple. J'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises, que la formule vous a plu aussi d'extrait de direct. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à commenter la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés de l'autre côté de l'Atlantique et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.